Donc, si je devais quitter ce véhicule demain et si je devais répondre à la question de qu'est-ce que je pourrais bien transmettre avant de quitter ce corps, ben, cette réflexion, elle me renvoie au travail qu'avait fait une infirmière en réanimation, qui avait interrogé 1200 patients sur leur lit de mort et qui leur avait posé une question relative à leurs regrets majeurs, arrivés là au seuil du passage, quel était leur regret majeur dans cette vie, dans cette incarnation. Et je me souviens que 90-95% des premiers regrets majeurs qui apparaissaient, c'était celui de ne pas avoir vécu la vie qu'ils auraient aimé vivre, mais d'avoir vécu la vie que les autres avaient programmée pour eux. Et le second regret majeur était celui de ne pas avoir assez aimé, d'être resté en conflit avec des présences pendant parfois des années pour des questions parfois insignifiantes comme un procès pour une branche d'arbre qui dépasse le grillage, querelle de voisinage, etc. Et donc c'est vrai que par rapport à cet aspect-là de la réalité, moi aussi je suis d'accord sur le fait que vivre sa vie est essentiel, en fait, et ne pas vivre ce que les autres projettent, ne pas chercher à être normalisé à tout prix et avoir le courage d'expérimenter véritablement sa destinée, quoi, son destin. Avoir vécu la vie que l'on aurait aimé vivre plutôt que de vivre la vie que les autres ont programmée pour nous. Donc pour ça, il faut du courage avant tout. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on a envie. Je pense que les gens savent ce qu'ils ont envie de vivre en général, mais leurs désirs et leurs aspirations les plus hautes sont souvent bafouées par les projections que les autres font, justement, ou les attentes que les autres ont vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Et du coup, plutôt que de vivre notre vie, nous vivons une vie par procuration, ou alors nous installons une échéance à très long terme pour peut-être s'autoriser à vivre certaines expériences, mais on voit bien que lorsque le moment de la retraite arrive à 64 ans, la plupart des gens sont soit usés, soit aigris, tout simplement d'avoir eu cette vie de frustration. Et donc, plutôt que de saisir cette opportunité, même sur le tard, de vivre leur vie, ben c'est trop tard. En fait, tous les mécanismes et toute la dynamique en fait de vie qui aurait pu se mettre en place à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, à 70, elle est enrayée. Et c'est vraiment exceptionnel de voir des gens qui profitent de leurs 20 dernières années de vie, on va dire, telles qu'ils aimeraient le faire. La plupart des gens sont dans une quête de consommation qui est relative à la frustration qu'ils ont accumulée. Et la plupart du temps, on voit malheureusement des cohortes de retraités téléguidés par des tours opérateurs sans scrupules qui leur font vivre des réalités du type Disneyland, alors qu'en fait, c'est la période de retraite où les gens devraient vivre pratyahara, leur retrait d'essence, et envisager une introspection, une spiritualité pour plutôt être prêt au passage à ce moment-là que de se relancer à coup de Viagra et de couper sport décapotable dans la logique de la consommation. C'est-à-dire que souvent, l'amour, il est souvent
offert lorsque on a plus ou moins un retour de cet amour. C'est vrai que l'amour est rarement offert de façon inconditionnelle. C'est-à-dire les gens n'aiment pas pour aimer, ils aiment ceux qui est autour d'eux, dans leur entourage, ce qui va aussi leur offrir en retour de la reconnaissance ou de l'amour. Et c'est vrai que c'est difficile du fait de l'individualisme, de la construction sociale de la réalité, qui fait que on est beaucoup plus proche de ses très proches que de la communauté, en fait. Alors, du coup, on aime de façon très ciblée, et dès qu'il s'agit d'offrir un amour équivalent à ce qui n'est pas considéré comme normal ou ce qui est trop éloigné de nous, alors cet amour, il y est pas. En fait, on voit comment, par exemple, les gens peuvent aimer leurs enfants, mais de ne pas, en fait, être gênés que d'autres enfants meurent de faim. On voit comment les gens aiment leurs chiens ou leurs chats, et les chiens et les chats errants sont somme toute repoussés. On voit comment les gens aiment leur partenaire à condition que leur partenaire réponde à leurs attentes, c'est-à-dire leur offre aussi en retour un amour plus ou moins équivalent. Et bon, c'est pas systématique. Heureusement qu'il y a des gens qui ont un amour qui est plus en relation avec ce qu'on appelle l'altérité ou l'altruisme, mais la plupart des façons que l'on a d'aimer en Occident, elles sont plutôt en relation avec un certain nombre d'attentes ou de projections. C'est-à-dire, on va aimer la star que tout le monde aime, on va aimer le gourou que tout le monde aime, mais parfois, les gens qui aiment le gourou n'aiment pas leurs voisins qui aiment aussi le même gourou. Je pense qu'on peut déjà réapprendre à aimer quand on commence à s'aimer soi, déjà. C'est-à-dire quand les gens pénètrent une démarche euh, qui consiste à apprendre à s'offrir à soi-même des moments d'acceptation de soi, des moments d'écoute, des moments de mise en relation avec soi-même. Hein. Et donc c'est vrai qu'en ce sens-là, le yoga est un outil extraordinaire. Quand les gens déroulent leur tapis de façon hebdomadaire pour 2 heures de pratique, ces 2 heures-là, elles sont consacrées à l'écoute de soi et un peu d'amour pour soi, qui passe par les respirations profondes, les postures, etc. Et donc petit à petit, quand on apprend à s'aimer à nouveau et à ne plus se bafouer, à ne pas s'écouter, et quand on repénètre à nouveau un, un processus d'attention tourné vers déjà nos propres besoins, alors il y a une espèce de pacification qui s'installe dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, et du coup, plus cette pacification s'installe et plus cet amour grandit pour nous, plus indubitablement il va commencer à rayonner pour les autres. C'est vrai que quand on commence à aimer, bon, on commence à s'aimer, puis après on commence à aimer les gens de notre cercle, et puis de ce cercle-là, ça commence à s'élargir, et puis ça s'élargit après sur le genre humain, puis du genre humain vers le genre animal, et du genre animal vers le genre végétal. Et en fait, un peu comme dans l'ouverture de Anahata Chakra, le chakra du cœur, la symbiose et l'interpénétration de nos deux polarités, hein, Shiva Shakti, qui donnent naissance à cette transversalité, donnant naissance elle-même à l'amour inconditionnel, on va observer chez l'individu un processus de transmutation, en fait, induit par le yoga, qui petit à petit fait naître un amour de plus en plus vaste et désintéressé,
alors qu'au départ, il était plutôt réflexif ou très ciblé. Mais c'est un processus qui demande du temps, mais qui, de mon point de vue, est efficace, quoi. Et donc le yoga, pour ça, dans sa dimension globale, bien sûr, offre la possibilité de redevenir amour à moyen terme, Mm. voire à long terme. Mm. Super. Merci. Om, Om Namah Shivaya.